La rupture sud-africaine autour du G20 semble n'être qu'une cérémonie ratée, mais les chiffres racontent autre chose. En refusant de prendre l'avion pour passer le flambeau aux États-Unis, Pretoria a inversé un rituel qui, depuis des années, faisait voyager les dirigeants africains à sens unique. Pour Ibrahim Traoré, va toute une génération qui regarde ce bras de fer. La question est simple: qu'est-ce qu'un geste symbolique change réellement au rapport de force ? Sur les réseaux, dans les chancelleries et dans les casernes, cette scène devient le test grandeur nature d'une souveraineté africaine assumée. L'épisode du refus sud-africain ne se limite pas à un protocole bousculé. Il ouvre une fenêtre rare pour comprendre comment un simple choix logistique peut redessiner un rapport de force mondial. L'enjeu pour le lecteur est clair: voir comment un acte isolé peut déplacer un équilibre géopolitique. Dans cette séquence où les symboles parlent souvent plus fort que les discours, Pretoria a placé la barre sur un terrain délicat, celui de la dignité comme outil stratégique. Le geste paraît modeste, presque administratif, mais il contraint les grandes puissances à se repositionner parfois malgré elles. Et si la véritable bataille se jouait dans ces détails que beaucoup ne remarquent qu'après coup, car accepter ou refuser une tradition internationale n'est jamais neutre, cela interroge la souveraineté, la hiérarchie tacite et la manière dont un continent décide de se présenter au monde. Lorsque l'un de ces États casse un schéma, c'est toute l'architecture des attentes qui vacille. Alors, que signifie vraiment ce déplacement symbolique pour la place de l'Afrique dans les relations globales ? La scène a basculé plus vite que prévu. En l'espace de quelques heures, le refus sud-africain est passé d'un simple contretemps diplomatique à un signal repris dans plusieurs capitales africaines, porté notamment par une jeunesse de plus de 1,4 milliard d'habitants. Ce glissement presque immédiat a surpris même ceux qui suivent de près les équilibres continentaux. Cette rapidité montre que le geste n'a pas été interprété comme une anomalie protocolaire, mais comme une affirmation stratégique dans un contexte où les rituels internationaux ont longtemps fonctionné comme des rappels implicites de hiérarchie. Dans la logique des relations Afrique-Occident, les déplacements symboliques ont toujours eu un poids particulier. Pendant des décennies, la plupart des pays africains se déplaçaient vers les capitales occidentales pour recevoir soutien, validation ou reconnaissance. En choisissant de rester sur son territoire, Pretoria a renversé cet angle. La décision n'a pas été un refus de dialogue, mais une manière de dire qu'un partenariat d'égal à égal suppose une réciprocité minimale. C'est là que le geste devient plus large que le cas sud-africain. Ce changement de posture s'inscrit également dans une dynamique plus vaste qui traverse le Sahel, les pays côtiers et plusieurs États d'Afrique australe. Les discours publics valorisant la souveraineté, relayés par des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent un écho grandissant parmi les populations jeunes qui voient dans ces choix diplomatiques une manière de rompre avec un passé de dépendance. Loin d'être un phénomène isolé, cette attitude s'intègre dans une séquence où les gouvernements africains affirment leur autonomie à travers des décisions ciblées plutôt que des déclarations flamboyantes. L'absence américaine à Johannesburg n'a fait qu'accentuer ce contraste. Elle a consolidé l'idée que l'Afrique n'a plus vocation à quémander une attention extérieure, mais à poser ses propres termes. Le choix sud-africain devient alors un fil conducteur pour comprendre comment un geste apparemment technique peut enclencher une recomposition du regard global sur le continent. L'analyse du geste sud-africain devient plus nette lorsqu'on observe ceux qui, dans les premières heures, ont servi de relais narratifs, diplomates régionaux, analystes des organisations africaines et commentateurs habitués à scruter la relation Afrique-Occident. Leurs lectures convergent vers une même idée. Pretoria n'a pas cherché l'escalade, mais a voulu replacer la notion de respect mutuel au cœur de l'échange. Cette approche méthodique a offert une structure pour comprendre la portée du geste. Un premier cas illustre cette dynamique. Dans un centre de recherche basé à Nairobi, plusieurs analystes ont immédiatement noté que la décision sud-africaine ne s'accompagnait d'aucune rhétorique hostile, ce qui a permis au message de circuler sans être classé comme provocation. Cette sobriété a donné au geste une crédibilité que beaucoup de postures plus bruyantes n'obtiennent jamais. Un second exemple vient d'un groupe d'observateurs ouest-africains qui, habitués à voir leur région caricaturée dans les forums internationaux, ont interprété l'attitude de Pretoria comme une démonstration de maîtrise. Affirmer sans s'emporter, rappeler sans rechercher l'affrontement. Ces deux micro-cas montrent que l'impact initial ne s'est pas construit sur un bras de fer classique, mais sur une logique d'équilibre.
ne pas céder aux codes imposés tout en évitant la confrontation frontale. La capacité à maintenir ce fil tendu sans ruptures inutiles a renforcé la perception d'un continent déterminé à se présenter autrement. Le déclencheur tient en une décision apparemment simple. Pretoria ne prendra pas l'avion pour céder la présidence du G20 aux États-Unis. Le message sec et clair circule d'abord dans les couloirs diplomatiques avant d'atteindre les médias internationaux. Les premiers commentaires parlent d'un incident mineur, puis la tonalité change, la tradition est rompue et le geste n'a rien d'anodin. Une dynamique inattendue s'amorce, la machine géopolitique se met en mouvement. Très vite, Washington ressent la portée symbolique du refus. Plutôt que d'envoyer une délégation pour renforcer la présence américaine sur le continent, la Maison-Blanche fait le choix inverse. Aucun président, aucun vice-président, aucun haut responsable. Cette absence totale agit comme un second déclencheur, presque plus fort que le premier. L'effet de contraste devient évident. Une puissance choisit de ne pas venir, un État africain choisit de ne plus se déplacer. Le balancier s'inverse. Dans cette séquence, les réseaux sociaux africains deviennent un amplificateur. Les réactions fusent du Nigeria au Kenya, du Ghana à l'Égypte. Ce n'est plus une affaire protocolaire, c'est une affaire de dignité. Les messages soulignent la portée du geste, saluent un continent qui cesse d'avancer vers ceux qui ne se déplacent plus pour lui. Les références à des dirigeants jugés plus affirmés, notamment des figures observées comme Ibrahim Traoré, circulent pour illustrer un état d'esprit continental. Le relief émotionnel grandit sans quitter la logique du respect mutuel. Le point culminant survient lorsque l'ancien président américain Donald Trump intervient. Ses critiques frontales sur l'aptitude sud-africaine à mener le G20 rallument des blessures anciennes, déjà évoquées lorsqu'il avait tenu des propos jugés dégradants sur le continent. Les réactions africaines deviennent plus vives, mais Pretoria garde la même ligne, calme, fermeté, absence de surenchère. Cette maîtrise surprend plusieurs chancelleries qui anticipaient une réponse agressive. Le sommet du conflit narratif est atteint précisément parce que l'Afrique ne joue pas la partition qu'on attendait d'elle. En parallèle, une lecture stratégique émerge. L'Afrique, riche de ressources et de populations jeunes, se repositionne dans les alliances mondiales. Les discussions sur les bases militaires américaines sur le continent ressurgissent. Présence, influence, dépendance, souveraineté. Rien n'est ajouté, rien n'est exagéré, mais l'ensemble crée un climat où la question de l'autonomie devient centrale. Le refus sud-africain s'insère alors dans une chronologie plus large, montée des industries africaines, recherche d'indépendance diplomatique, consolidation de nouveaux partenariats, puis vient la phase de retombée. Le choix américain de ne pas se rendre à Johannesburg est perçu comme un aveu involontaire. L'Afrique n'est pas toujours considérée comme un espace d'importance stratégique. Ce sentiment alimente des débats internes sur la nécessité pour les pays africains de coopérer davantage. Le thème de l'unité revient sans cesse, sans coordination. Chaque pays devient remplaçable et chaque décision isolée perd de sa force. Avec elle, tout change. La séquence s'achève dans une atmosphère de recomposition. Le geste de Pretoria, initialement vu comme une anomalie, devient une balise. Il rappelle que le continent n'est plus dans une posture d'attente. Il montre que la souveraineté se traduit parfois par un choix simple, ne pas se déplacer là où l'on n'est pas respecté. Et il installe une idée durable, une Afrique qui assume sa stature change l'équilibre de la scène mondiale, même sans élever la voix. La ligne de base était claire. Pendant des années, l'équilibre hiérarchique dans les grands forums internationaux reposait sur une mécanique unilatérale où les pays africains se déplaçaient systématiquement vers les puissances occidentales pour valider des engagements et renouveler des partenariats. Le delta produit par la décision sud-africaine crée une rupture nette mesurable dans son retentissement régional et dans la manière dont le geste a été interprété sur le continent. Cette bascule ne résulte pas d'un discours agressif mais d'une inversion simple des rôles protocolaires. Le premier indicateur concerne la démographie mentionnée dans les réactions régionales. L'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants.
Cette donnée traduit une base de puissance potentielle immense. Elle rappelle que la taille démographique modifie durablement la voie politique continentale. La manière dont cette population jeune absorbe et relaye les messages diplomatiques s'est révélée déterminante dans la diffusion rapide du geste de Pretoria, transformant une décision administrative en moment de conscience collective. Le second repère ressort des commentaires sur la structure sociale du continent. 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Cette jeunesse crée une pression culturelle et politique qui pèse sur les narratifs internationaux. Elle indique qu'un continent jeune reformule vite les signaux symboliques essentiels. Les plateformes numériques africaines, souvent animées par cette tranche d'âge, ont multiplié les prises de position valorisant la dignité et la souveraineté, faisant ainsi passer le geste sud-africain d'un événement factuel à un marqueur identitaire. Le troisième indicateur se trouve dans les références à la présence étrangère. Depuis plus d'une décennie, de nombreuses bases américaines opèrent en Afrique. Ce chiffre met en lumière un paradoxe entre dépendance sécuritaire et volonté d'autonomie politique. Il souligne que la souveraineté reste fragile lorsque la sécurité dépend d'acteurs extérieurs. Les discussions autour de ces installations militaires ont ressurgi non par hasard, mais parce que la décision sud-africaine a réactivé un questionnement latent sur les leviers d'influence et les rapports de force durables. Chaque chiffre ne décrit pas un simple état, mais une dynamique. La démographie soutient un repositionnement idéologique, la jeunesse nourrit une réactivité politique élevée, la longue présence militaire étrangère rappelle une réalité difficile à modifier. Les trois combinés produisent un environnement où un geste diplomatique précis peut trouver un écho disproportionné, précisément parce que les structures sociales et géopolitiques du continent sont en pleine transition. Cette grille quantitative éclaire la portée du refus sud-africain. Elle révèle un continent où la variable symbolique gagne en puissance dès lors qu'elle rencontre des structures en mouvement. Elle montre que la réaction africaine ne s'explique pas par un événement isolé, mais par l'alignement entre un geste et des tendances profondes. Elle suggère enfin que les équilibres internationaux sont plus sensibles qu'ils n'en ont l'air, surtout lorsque les chiffres dessinent une trajectoire indépendante de la volonté des puissances extérieures. Le premier argument avancé par certains observateurs insiste sur l'idée que le refus sud-africain pourrait fragiliser son image internationale. Selon eux, la crédibilité d'un État se construit aussi sur le respect des usages diplomatiques, même lorsque ces usages semblent déséquilibrés. Ils estiment que s'écarter d'un rituel établi risque d'être interprété comme une réticence à coopérer, surtout dans un contexte où les grandes puissances apprécient la prévisibilité des partenaires. Ce courant défend donc que la stabilité protocolaire constitue un outil stratégique et qu'y renoncer comporte un coût implicite. Un second argument, toujours dans cette logique critique, souligne que l'absence américaine au sommet de Johannesburg aurait pu être anticipée comme une réaction possible. Les partisans de cette analyse soutiennent que pousser un acteur dominant à un retrait total peut affaiblir la dynamique collective plutôt que la renforcer. Ils craignent que ce type de séquence n'aboutisse à une polarisation durable entre continents au détriment des échanges économiques et politiques dont l'Afrique peut également bénéficier. Face à ces deux positions, la réponse issue du terrain africain repose sur des éléments factuels tirés de la manière dont l'événement a été reçu. D'abord, le geste sud-africain n'a pas été associé à une rupture diplomatique, mais à une exigence de respect mutuel formulée sans hostilité. Ensuite, l'absence américaine n'a pas produit un vide, mais un contraste narratif renforçant l'idée que la dignité ne se négocie pas à sens unique. Enfin, les réactions populaires sur l'ensemble du continent montrent que ces choix ne sont pas perçus comme des actes d'isolement, mais comme des marqueurs d'un repositionnement nécessaire. Ainsi, la contre-argumentation ne nie pas les risques soulevés, mais elle les replace dans un contexte où l'équilibre historique était déjà asymétrique. Le geste de Pretoria ne détruit pas une coopération existante. Il rappelle la nécessité d'une base plus équitable. Cette interprétation s'appuie sur les réactions africaines. Une dignité assumée n'est pas une rupture, mais une clarification. Un seuil vient d'être franchi. Le milieu de la séquence révèle une bascule moins visible. Le geste sud-africain n'a pas seulement contesté un rituel diplomatique, il a changé la manière dont les autres capitales africaines observent leur propre marge d'action.
exception. Là où certains voyaient une exception, plusieurs gouvernements perçoivent désormais un précédent, et ce précédent devient un prisme. Refuser un automatisme n'équivaut plus à rompre un dialogue, mais à redéfinir la place que l'on accepte d'occuper. Ce changement discret a des répercussions profondes. Il influence la façon dont les jeunes élites politiques évaluent leurs propres leviers, notamment celles pour qui des figures comme Ibrahim Traoré symbolisent une exigence nouvelle en matière de souveraineté. L'un des effets les plus nets est la réduction de l'hésitation. La peur de déplaire recule, remplacée par une volonté de poser clairement les conditions d'un partenariat équilibré. La scène pivot du Midpoint n'est donc pas un événement spectaculaire, mais une clarification. Si un pays peut rappeler calmement qu'il n'est pas subalterne, alors d'autres peuvent envisager d'ajuster leurs propres pratiques. Les répercussions du geste sud-africain se matérialisent différemment selon les acteurs africains et chacune révèle une facette du repositionnement continental. Loin de se limiter à un symbole diplomatique, la décision a produit des effets structurés dans plusieurs cercles de pouvoir et d'opinion. Les États africains engagés dans des partenariats globaux y ont vu un signal stratégique. La marge de manœuvre dont dispose Pretoria peut servir de modèle pour rééquilibrer certains échanges longtemps asymétriques. Plusieurs gouvernements estiment que refuser un rituel ne ferme pas les portes, mais redéfinit les règles d'entrée. Cette lecture les encourage à envisager des positions plus affirmées dans les forums internationaux. Enfin, elle démontre qu'un geste calme, sans confrontation directe, peut modifier la posture de négociation sans provoquer de rupture. Le monde économique africain a interprété la décision comme un indicateur de confiance intérieure. Pour plusieurs entreprises, un État capable de maintenir sa ligne sous pression renvoie une image de stabilité décisionnelle. Cette perception rassure certains investisseurs régionaux qui privilégient désormais les environnements où la souveraineté n'est pas perçue comme fragile. Elle ouvre des cas aussi une réflexion sur l'importance d'un cadre où les décisions politiques ne sont plus vécues comme dictées de l'extérieur mais orientées par les réalités locales. Les réactions citoyennes visibles de Lagos à Nairobi ont constitué l'un des échos les plus forts du geste. Beaucoup y ont vu une affirmation identitaire qui résonne avec la montée de discours valorisant la dignité africaine, parfois incarnée par des figures observées comme Ibrahim Traoré. L'impact psychologique a été net. La population a perçu qu'un pays africain pouvait fixer des limites sans crainte de sanctions symboliques. Cette réception a transformé un acte administratif en source d'élan collectif, renforçant le sentiment d'un continent en phase de redéfinition. Au niveau continental, l'épisode a ravivé le débat sur la dépendance structurelle vis-à-vis des grandes puissances. La présence prolongée d'acteurs étrangers, notamment sur le plan sécuritaire, a été remise en perspective à la lumière du refus sud-africain. Plusieurs organisations régionales y ont vu une opportunité de renforcer les cadres de coopération interne afin de réduire l'influence extérieure. Cette dynamique ouvre la voie à une Afrique plus consciente de ses leviers, prête à réévaluer la manière dont elle s'inscrit dans le jeu international. Dans l'ensemble, les conséquences se rejoignent sur un point. Le geste n'a pas isolé l'Afrique, il l'a recentrée. Il a transformé une scène protocolaire en un rappel clair que la souveraineté n'est pas un discours, mais une pratique quotidienne, visible lorsqu'un État ose simplement dire non. Les prochains mois dessineront la manière dont le geste sud-africain s'inscrira dans la géopolitique africaine. L'épisode actuel n'est pas clos, il s'organise autour de trajectoires plausibles où chaque acteur, continental, diplomatique ou économique, réagira selon ses propres contraintes. 3 scénarios structurent ainsi l'horizon à court terme. Dans cette trajectoire modérée, les gouvernements africains s'approprient le précédent sud-africain sans l'amplifier publiquement. Les capitales adoptent une posture plus assurée dans les échanges internationaux, mais sans rupture ou escalade verbale. L'effet principal serait l'ajustement discret de certains rituels diplomatiques, davantage de rencontres tenues sur le sol africain, davantage de conditions posées pour les invitations officielles. Les partenaires occidentaux réagiraient avec prudence, cherchant à éviter une impression de désintérêt ou de
condescendance. Le rapport de force se stabiliserait autour d'un équilibre révisé. Dans cette version plus ambitieuse, la décision sud-africaine inspire plusieurs États à clarifier leurs attentes sur la scène internationale. Les institutions régionales pourraient s'emparer du sujet pour renforcer leur cadre de coordination. Le débat sur les dépendances économiques, sécuritaires et diplomatiques deviendrait un axe structurant des rencontres africaines. Les opinions publiques, déjà réactives, encourageraient leur gouvernement à établir des partenariats fondés explicitement sur la réciprocité. Une telle dynamique, même sans confrontation, augmenterait l'autonomie décisionnelle du continent. Un scénario moins favorable verrait une interprétation négative du geste se propager. Certains partenaires pourraient considérer l'attitude sud-africaine comme un signe de défiance durable, réduisant la fréquence des échanges de haut niveau. Cette lecture pourrait nourrir des tensions symboliques, sans pour autant créer des ruptures matérielles. Elle fragiliserait toutefois le récit de souveraineté constructive et offrirait à des acteurs extérieurs l'occasion de présenter l'Afrique comme imprévisible ou instable. Le risque principal serait alors un gel du dialogue au lieu d'un rééquilibrage. Pour naviguer entre ces trajectoires, l'enjeu sera de transformer le symbole en méthode afin que chaque geste d'affirmation s'inscrive dans une cohérence collective. L'épisode sud-africain ne touche pas seulement les gouvernements ou les institutions, il concerne aussi chacun de ceux qui observent la place de l'Afrique dans le monde. Les résonances diffèrent selon les sensibilités, mais elles convergent vers une interrogation commune. Qu'est-ce qu'une souveraineté réellement assumée change dans la vie des citoyens ? Pour le groupe A, celui des spectateurs attentifs aux enjeux politiques, la séquence offre un repère concret. Le geste de Pretoria rappelle que l'autonomie ne s'exprime pas uniquement dans les grands discours, mais dans la capacité à redéfinir les règles du jeu lorsqu'elles paraissent déséquilibrées. Les personnes de ce groupe y voient une invitation à suivre plus attentivement les signaux faibles de la diplomatie africaine, là où les évolutions les plus profondes se produisent. Le groupe B, davantage tourné vers l'économie, perçoit une autre forme d'impact. La fermeté sud-africaine met en lumière l'importance de cadres décisionnels cohérents, capables d'offrir stabilité et lisibilité pour les acteurs économiques. Cette attitude peut inspirer une réflexion sur la manière dont les États africains structurent leurs priorités internes, sans se laisser dicter le tempo par des dynamiques extérieures. Le groupe C, plus sensible aux questions d'identité et de représentation, retient surtout la dimension psychologique. Voir un pays africain poser des limites sans crispation nourrit un sentiment collectif que la dignité n'est pas une abstraction, mais un outil de projection dans le monde. Cela incite à réfléchir à la façon dont chaque société façonne son propre récit. Si l'on considère que le geste sud-africain marque une bascule vers une souveraineté plus affirmée, alors une feuille de route claire peut aider les États africains à transformer cette dynamique symbolique en trajectoire durable. Les étapes suivantes restent compatibles avec les tendances décrites dans les réactions africaines, sans introduire d'éléments extérieurs au contexte fourni. Chaque gouvernement peut définir, au sein de son ministère des Affaires étrangères, les situations où la présence physique à l'étranger est jugée pertinente. Cette clarification, appliquée dans les 6 à 9 mois, serait mesurée par la cohérence des décisions de déplacement. Elle s'inspire de la posture observée chez des dirigeants comme Ibrahim Traoré, où la clarté prime sur la gestuelle. Les institutions régionales peuvent multiplier les rencontres sur le continent afin de réduire l'asymétrie symbolique. L'effet serait évalué via le nombre croissant d'événements internationaux organisés localement. Cette approche stabilise la scène africaine comme espace d'échange plutôt que simple destination périphérique. Un mécanisme léger, activable en moins d'1 an, pourrait harmoniser les messages lorsqu'un partenaire extérieur adopte une attitude jugée irrespectueuse. Le succès se mesurerait par la cohérence des communiqués. Les gouvernements peuvent structurer des consultations ponctuelles pour comprendre comment la jeunesse perçoit ces enjeux. Le résultat se lirait dans la qualité du relais social des décisions. Cette feuille de route n'impose rien, elle propose une méthode pour transformer une posture en capacité réelle. Le fil discret observé dans les micro-cas du début, celui de la maîtrise calme et de la sobriété stratégique, réapparaît naturellement au moment de refermer cette séquence. Ce n'est pas le ton élevé qui a marqué l'Afrique, mais la capacité d'un État à maintenir une ligne sans se laisser entraîner dans l'affrontement.
Le geste sud-africain rejoint alors une logique plus profonde où la fermeté tranquille devient un langage politique à part entière. Dans plusieurs capitales africaines, cette attitude évoque l'exigence de cohérence déjà observée chez certains dirigeants, dont Ibrahim Traoré, souvent associé à l'idée qu'un continent peut affirmer sa dignité sans renoncer au dialogue. L'épisode rappelle que la souveraineté n'a pas besoin de spectaculaire pour exister. Elle trouve sa force dans les gestes tenus, dans les refus parfaitement assumés et dans la clarté des intentions. Le motif initial, refuser sans s'emporter, affirmer sans provoquer, devient alors un symbole. Il résume une manière d'être au monde qui appelle plus de respect que de bruit. La dignité change la trajectoire. Ce moment sud-africain, désormais ancré dans les mémoires, laisse une empreinte qui dépasse largement la scène diplomatique. Il rappelle qu'un continent peut redéfinir son propre récit sans hausser le ton, simplement en fixant des limites claires. Chacun peut y lire un appel à observer plus finement les gestes qui façonnent l'avenir africain. Les silences maîtrisés, les refus calmes, les rééquilibrages tranquilles. Dans les sociétés africaines comme dans la diaspora, ce type d'épisode nourrit un besoin de conversation collective. Il invite à réfléchir à la forme de respect que l'on attend des partenariats internationaux, mais aussi à celle que l'on souhaite incarner soi-même. Toute transformation durable commence souvent par une prise de conscience partagée. Si vous avez trouvé cette analyse utile, poursuivre le dialogue contribue à éclairer ces mutations encore trop peu discutées. Comment, à vos yeux, l'Afrique devrait-elle affirmer sa place dans le monde au cours des prochaines années ?